Faut-il supprimer les partis politiques? Alors, désintérêt croissant de la chose publique, chute libre du nombre d'adhérents, effondrement des partis classiques, division de l'électorat. Quand il ne s'agit tout simplement pas de corruption, de trahison, les partis politiques ne semblent plus à même de répondre aux problématiques des différentes sociétés. Parfois, ils semblent même travailler contre les intérêts des peuples dont ils ont la charge. De moins en moins de gens votent et pourtant les partis continuent d'exister. D'après Simone Veil, le système partisan est la première source de dissolution de la vie politique. Peut-on organiser la vie publique sans parti? Nous en parlons tout de suite. Bonjour Rachid, comment ça va? Bonjour cher ami, très bien en forme et heureux d'être là avec toi pour parler de Simone Veil. Et il est toujours utile de rappeler qu'on parle de la vraie et pas de l'autre avorteuse, comme on dit. Oui, la politicienne du gouvernement Mitterrand, si je ne m'abuse. Exactement. On parle de la vraie, de la philosophe, l'unique Simone Veil que toute personne un tant soit un peu intéressée par la vie politique devrait lire. Alors, par quoi on commence? Alors déjà parlez-nous du livre. Enfin déjà c'est une note Enfin, voilà, pour c'est ne pas un pas livre. décourager les gens. C'est pas un livre, hein, je pense que le temps d'un café, ça suffit à lire ça. Donc c'est une petite note qui s'appelle Note sur la suppression générale des partis politiques. Moi, j'aime bien la voir en version papier, mais elle se trouve sur Internet en PDF. À la limite on peut l'imprimer. Et puis Voilà, c'est gratuit hein, sur Internet, PDF, ça se lit très très vite, 10-15 minutes et c'est réglé. Après pour le méditer, ça prendra peut-être beaucoup plus longtemps. Exactement, mais c'est du concentré, c'est du très 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 concentré, c'est quelque chose de fabuleux. Que, bon, il n'y a pas de doute hein, pourquoi on n'impose pas ce genre de livre au collège. Oui. Voilà, il suffit de lire pour comprendre. Mais c'est du condensé et c'est un incontournable pour comprendre comment les systèmes politiques fonctionnent. Alors, donc, l'idée fondamentale du livre est qu'il faut supprimer les partis politiques. Exactement. Alors, ça s'articule autour de quel principe, quel est l'argumentaire, le cœur de l'argumentaire de Simone Veil? Alors, il y a plusieurs arguments. Elle commence déjà, on peut commencer par juste dire parti politique, comme son nom l'indique, c'est une partie. C'est une partie de la société. Donc déjà, un parti politique n'a pas vocation à rassembler, contrairement à ce que disent la majorité des partis politiques. Souvent d'ailleurs, avant d'arriver au pouvoir, ils le disent, ils s'en vantent, mais un parti politique prélève une partie de la société et s'adresse à des intérêts particuliers, rarement à l'intérêt général. Pourquoi? Parce que simplement, ça va être l'idéologie qui va capter une partie de la société, ce qu'on appelle en marketing la cible. Donc, il va y avoir des écolos, il va y avoir des gens de gauche, il va y avoir des gens de droite, il va y avoir des gens de l'extrême gauche, de l'extrême droite, Et puis des etc. strates économiques et sociales, ça peut être le prolétariat, ça peut être la bourgeoisie de droite, la bourgeoisie de gauche. Donc il y a différents champs qui se croisent pour constituer la clientèle de tel et tel parti. Donc effectivement, ça capte des parties limitées de la société, mais ces parties peuvent être la coagulation de différentes autres petites parties qui se croisent. Exactement. Ça s'adresse rarement à la totalité, à l'intérêt général dans sa globalité. D'ailleurs, un parti politique, lorsqu'il va essayer de capter large, de ratisser large et de s'adresser à plusieurs strates en même temps, on dit qu'il fait du populisme. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut mentionner. Le deuxième point, l'argumentaire s'articule autour de deux choses. Le premier, c'est l'homogénéité des idées. Le deuxième, c'est l'accès au pouvoir. Un parti politique, son ambition première, c'est de créer de l'idéologie, de rassembler des gens autour d'un programme, d'une ligne politique, d'une ligne idéologique. Le problème de la ligne idéologique, c'est que ça a une tendance à simplifier la réalité, à enlever la nuance. Pourquoi? Parce qu'il faut faire bloc autour d'une même idée. Et toujours contre un autre parti, on est toujours dans l'idée d'antagonisme qui fait qu'on se radicalise parce qu'on est toujours confronté à d'autres offres idéologiques. Et qui fait que pour défendre la nôtre, on est prêt à faire des compromis avec on en parlera avec la vérité. Oui. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir donc une ligne politique. Et le problème d'avoir une ligne politique, c'est que ça a une tendance au totalitarisme. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des idées divergentes au sein d'un parti, on part du principe que ça va fragiliser le parti, que toute idée divergente n'est pas un bien. Donc, quelqu'un qui a des idées divergentes, ça peut passer par la démission, il va quitter le parti, par une scission. Et quand il y a suffisamment de personnes dans un même parti qui se coagulent pour amener des idées divergentes, on parle même de clans, au sein d'un parti. Donc, ça rompt l'unité du parti.
Et la discipline, ce qu'on appelle la discipline du parti. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est vu de façon positive. C'est quelque chose qui est vu comme étant une menace pour le parti. Donc l'idéologie, le problème de l'idéologie, c'est que ça crée de la pensée mécanique. Et ça ne favorise pas la pensée critique, contrairement à la vérité, à la recherche de la vérité. Et d'ailleurs, contrairement à l'œuvre initiale derrière l'idéologie, parce que des fois, on a des penseurs qui étaient assez critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs pensées, Karl Marx et d'autres, etc. Mais le parti qui va invoquer ces penseurs comme étant les prophètes du parti et leur œuvre comme étant leur Bible, quelque part, de par cette rigidité qu'ils sont obligés de déployer, finissent par trahir même l'auteur originel et les penseurs qui étaient à l'origine de l'idéologie. La notion de trahison, on va y revenir, mais oui, la notion de trahison suit les partis politiques et les hommes politiques du début à la fin. En fait, elle suit tous les hommes, mais dans la politique, c'est très visible. L'idéologie, en fait, donc pourquoi l'idéologie est un problème, c'est qu'un parti politique va favoriser, il va faire une pression sur le groupe, une pression idéologique, il va exercer une pression sur la pensée des membres qui constituent un parti. Donc ils sont obligés intégralement tout le temps de s'aligner par rapport à... Et de suivre la ligne. C'est pour ça qu'un parti politique, il va toujours prôner la passion sur la raison. Oui. C'est tout le temps de la création de passion collective. Ce n'est pas de la raison collective, c'est de la passion. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on est en pleine période de football, que le foot est si promu dans les sociétés démocratiques, parce que c'est créer de la passion collective. Parce qu'en fait, on est dans la gestion de foule, et pas dans la gestion d'individus autonomes, capables de penser, d'avoir du recul et de s'interroger. Et oui. Et oui, comme je disais tout à l'heure, il faut faire bloc. Donc, pareil qu'au foot, on fait bloc, une partie contre une autre. Si vous commencez à dire non, mais moi je suis pour que le meilleur gagne, et voir des milliardaires courir derrière un ballon rempli d'air, ça ne m'intéresse pas. Là, vous sortez de la passion, on va même vous voir comme un fou furieux. Mais comme un rabat-joie. Oui, voilà. Pourtant, le foot, c'est sympa comme sport. Oui, quand on le joue. Personnel, voilà, pas quand on est affaissé devant la télé à manger une pizza congelée. Donc, le premier volet de ce que dit Simone Weil, c'est que la première chose, c'est la création de pensée mécanique, le fait d'homogénéiser l'idée. Donc, en fait, c'est une forme de, je ne sais pas si on peut le dire, elle ne le dit pas, mais une forme de tribu moderne, une forme de tribalisme moderne. Parce que la tribu, par définition, elle maintient dans son giron les individus qui la composent, et que toute velléité ou tentative de quitter la tribu est vue comme étant une trahison, et on est obligé de s'aligner par rapport à la décision collective de la tribu. On ne peut pas aller contre, on ne peut pas critiquer, on est tout le temps obligé de se soumettre. Avec tout l'esprit grégaire qui va avec la logique tribale. Donc c'est une forme de néo-tribalisme. Oui. Alors, il y a actuellement dans les partis, moi je parle de la politique française que je connais bien, tu parleras peut-être de la politique marocaine que tu connais mieux, mais même les partis assez ouverts, assez intelligents, qui produisent pour le coup du vrai raisonnement, quand vous les écoutez, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, bon, là il faut souder les foules autour d'un projet commun, et lorsqu'on accédera au pouvoir, on pourra se permettre de diverger sur telle ou telle question, l'immigration, etc., etc. Donc, ce qui nous amène au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est que la vocation d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. S'il ne prend pas le pouvoir, il ne peut pas mettre en œuvre son idéologie. Sinon, c'est une ONG qui veut sauver des dauphins ou des pingouins. Voilà, ils font mumuse sur le côté, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, à part peut-être ramener dans la société des questions, des débats. Mais... Oui, il y a des partis qui, de toute manière, savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner, et donc ils abandonnent l'idée de pouvoir, mais plutôt ils cherchent l'idée de confort matériel, en opérant des arbitrages entre les deux parties susceptibles de gagner. Ce sont les parties d'équilibre et d'arbitrage. Voilà. Mais c'est rare. Enfin, nous, on parle des vrais partis qui veulent le pouvoir. Oui. Après, bien sûr, il y a de pas tout. Des boutiques politiques. Voilà. Il y a des professionnels de la politique, ça fait 35 ans qu'ils bouffent la mamelle de la République, mais qui se prétendent encore être révolutionnaires, etc. Il y a de tout, en fait, en politique. On le sait très bien. Il y a même des gens, soit naïfs, soit, pour le coup, qui pensent réellement leur combat, qui croient en leur combat, et qui d'ailleurs apportent des choses très intéressantes. Mais ça reste secondaire. Voilà, ça reste secondaire. Mais pour gagner à un moment donné, il faut produire de l'idéologie, il faut simplifier, et il faut accéder au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir, il n'y a pas 36 solutions, il faut grossir. Il faut que le parti ait des membres qui votent pour lui. Donc il faut de la quantité et pas de la qualité. Voilà, on revient à la démocratie. Pourquoi la démocratie est un système bizarre, parce qu'il promeut toujours la quantité sur la qualité. Et pour accéder au pouvoir,
il va mettre des moyens qui finalement petit à petit vont se retrouver être des fins en soi. C'est-à-dire que je sais pas, on va simplifier la vérité parce que c'est un moyen pour accéder au pouvoir. On va trouver des financements, peu importe d'où ils viennent d'ailleurs, légaux, pas légaux, argent sale, corruption, etc. Donc toutes ces choses qui, tant que le parti est favorisé, tant que ça favorise le parti, c'est vu comme un bien. Le mensonge est vu comme un bien parce qu'il peut favoriser le fait de gagner. Au nom de la cause qui, elle, est noble. C'est-à-dire ça. on peut se permettre de faire des petits compromis avec le réel tant que la cause demeure noble. Et la cause devient finalement un alibi. Et en réalité, Exactement. les fins, ça va devenir effectivement les moyens, le financement pour lui-même. Exactement. Et c'est pour ça qu'après, beaucoup de gens se posent la question, ouais, mais pourquoi les politiciens mentent systématiquement? C'est ça, c'est tout simplement parce que la fin en soi, c'est d'avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, vous êtes obligé de composer avec le réel. Le réel, c'est de l'argent, le réel, c'est sale, le réel, c'est du mensonge, le réel, c'est de la magouille, c'est de la corruption, etc. Le problème, c'est dans ce jeu-là, vous avez différents aspects, c'est qu'après, il y a la question morale. La question morale, c'est, soit je pense que la vérité est plus importante que tout le reste et je quitte le parti avant même de monter, soit si je continue, soit je trahis le parti en cours de route lorsque je me rends compte que je suis allé trop loin dans le mensonge et la corruption, et c'est arrivé, soit je me trahis moi-même. Parce que je deviens un menteur professionnel et un corrompu professionnel. En fait, c'est un dilemme moral face auquel est confrontée toute personne honnête qui, à un certain moment, voit qu'il y a un déphasage entre les idées promues au début par le parti peut-être, entre la réalité concrète du parti. Oui. Donc, certainement, il y a un choix à faire. Soit on se soumet au parti et on reste, soit on le quitte et puis voilà. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en fait, la politique est intéressante, même le militantisme est intéressant à l'état embryonnaire. C'est une école, c'est bien de le faire. C'est une école. On apprend énormément de choses au sein d'un parti politique, en termes organisationnels, en termes de leadership, en termes de capacité rhétorique. C'est une école. Le but n'est pas de dire n'intégrez pas les partis politiques, mais seulement ne fantasmez pas les partis politiques et ne projetez pas sur ces derniers des choses que les partis politiques n'incarnent pas. Donc, ce n'est pas un sanctuaire de la vérité ou du bien, loin de là. Mais c'est une école intéressante. Donc, ce que dit Simone Veil, finalement, c'est que ce qui devrait guider l'homme, c'est la recherche de la vérité, la recherche du bien commun. Et le problème, c'est qu'on est très, très loin de ça. Et d'ailleurs, pour elle, il n'y a jamais eu de démocratie ou de parti qui aurait incarné cette idée-là. La quête de bien et de bien commun. Pas. Donc, très intéressant, petit livre extrêmement important. Donc, pour en revenir à la question, c'est une question philosophique, vraiment. C'est comment se prémunir. Et ça marche pour les partis, mais ça marche dans tous les domaines de la vie. Là où il y a un groupe, là où il y a un collectif. Dans le travail, dans le business, dans la famille, etc. C'est toujours une question. Jusqu'à où je vais me trahir, jusqu'à où je vais trahir la vérité, jusqu'à où je vais trahir mes idéaux pour fonctionner et parce qu'un parti politique, il faut qu'il réussisse. Pour le coup, on n'est pas dans la philosophie. Il faut prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais d'ailleurs, il est intéressant de voir que la définition que retient Simone Veil en parlant de bien commun, c'est la définition que donne Aristote de la politique. Elle part de ça, oui. La politique, c'est pas une quête du pouvoir chez les Grecs, en tout cas pour Aristote. Le but d'Aristote, quand il parle de la politique dans son traité, c'est de voir comment effectivement on peut retenir les meilleurs dans une logique aristocratique, mais pas au sens génétique du terme, au sens des compétences, pour pouvoir œuvrer pour le bien commun. Et que de ce point de vue, quand il parle de l'homme comme étant un animal politique, alors effectivement, le point de départ, c'est le pôle biologique, c'est-à-dire on est porteur de pulsions, de passions primaires, archaïques, etc., mais que l'on arrive petit à petit, à travers l'histoire de l'humanité, à domestiquer par la raison et par l'éthique. D'ailleurs, les Grecs ne différencient pas ne font pas de différenciation fondamentale entre l'éthos, l'éthique, entre le logos, la raison, la rationalité, entre le pathos, les émotions. Les trois sont indispensables, mais dans une hiérarchie donnée. C'est-à-dire au-dessus des trois trône l'éthos, c'est-à-dire l'éthique, c'est-à-dire le bien commun, etc., l'épanouissement culturel, civilisationnel. Mais pour y arriver, l'éthos a besoin du logos et que le logos ne peut pas fonctionner indépendamment du pathos, de l'émotion. Et d'ailleurs, même Hegel, dans un autre registre, disait que les émotions sont la ruse de l'histoire et de la raison. C'est-à-dire que, par exemple, la raison veut, le déploiement de la raison dans l'histoire veut qu'il faille aller vers tel régime politique, par exemple la Révolution française.
Mais on ne peut pas avoir des philosophes qui vont mener la révolution. Mm. Donc il faut passer par la passion et par les émotions afin de mobiliser des gens qui ne sont pas porteurs de la raison, mais uniquement de passion, comme le parti politique dont parle Simone Veil, pour permettre aux gens qui sont détenteurs de la raison de prendre le pouvoir. Et oui. Donc en fait, l'émotion peut être une ruse de l'histoire pour permettre à la raison de gagner. Ça ne marche pas à tous les coups, des fois ça donne des dictatures, d'ailleurs même la terreur en France, ils ont massacré des centaines de milliers de personnes en Vendée et même ailleurs. Donc là, c'est pour uniquement un complément par rapport à... Simone Veil se base sur Platon, c'est-à-dire la recherche du beau, du bien et du vrai. Et que c'est ça qui doit déterminer tout projet, même politique, et c'est ça qui doit trôner au-dessus de toutes les autres considérations. Ouais. D'ailleurs, contrairement à un mythe assez répandu, aucun des grands philosophes grecs n'était démocrate. Aucun. Aucun. Aristote, Platon exécraient la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est le pouvoir des tripes. C'est le pouvoir tripal, c'est le pouvoir des émotions de la foule de gens qui ne sont pas capables de distinguer par la logique formelle le vrai du faux, le juste de l'injuste, etc. Et qu'en fait, ils ont tous prôné de différentes manières une forme d'aristocratie. Après, ça peut prendre des modalités différentes. Mais bon, là, on entre vraiment dans la philosophie politique. C'est intéressant après la place du politique et du métapolitique. Parce que nous, à ODC, c'est ce qu'on essaie de faire à notre humble niveau. C'est, le cirque politique, c'est une chose. On a vu ce que c'est, on a essayé aussi de notre côté là-dessus, mais la réalité, c'est essayer d'aider nos contemporains par la compréhension du réel, par la connaissance, à comprendre ce qui se passe autour d'eux, et peut-être plus on sera nombreux, plus on aura des chances de construire une société un peu meilleure. Et notre temporalité, c'est la longue durée, c'est pas un mandat de 4 ans ou autre chose, c'est vraiment sur la très longue durée que les idées voyagent, prospèrent, commencent à s'élargir, être portées par de plus en plus de gens, se déclinent différemment et évoluent. Enfin, une idée vouée à épouser le réel. Mais pour apporter juste un rapide éclairage en partant de Carl Schmitt, et qui rejoint parfaitement les conclusions de Simone Veil, même si je ne vais pas faire dire à Carl Schmitt ce qu'il n'a pas dit, mais Carl Schmitt définit le politique, pas la politique, le politique en tant que dimension propre à l'être collectif qu'est l'humain. Il le définit comme étant de la discrimination entre l'ami et l'ennemi. C'est-à-dire que dès le moment où on parle d'un parti politique, par définition, un parti politique doit discriminer l'ami et l'ennemi. Qui est mon ennemi et qui est mon ami? Et c'est une logique très contextuelle, très conjoncturelle. Par exemple, si je me définis comme parti libéral, de fait, je désigne tout parti antilibéral comme ennemi. Je n'ai même pas besoin de le formuler. Donc le Parti communiste va être mon ennemi, de fait. Et les partis plutôt libéraux, sociaux-démocrates vont être mes amis. Par rapport à cette loi-là, par exemple, au moment du vote pour une loi. Mais sur une autre loi, paradoxalement, a priori, le Parti communiste peut devenir mon ami. Mais c'est ça le truc, l'autre parti va devenir... La vérité transcende. Il n'y a pas de gauche et de droite et d'extrême gauche et de droite. C'est qu'on peut prendre une idée qui est intéressante chez un tel et une autre intéressante chez l'autre. Oui, mais disons que globalement, il y a une cohérence de droite, une forme d'homogénéité de droite, une homogénéité de gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, de temps en temps, on peut piocher à gauche à droite des idées auprès de la gauche, auprès de la droite. Mais globalement, quand on parle de la droite au sens culturel, avant de parler au sens politique, c'est un rapport au monde. C'est un rapport au monde qui met en avant les valeurs du courage, les valeurs de la verticalité, les valeurs de la famille, les valeurs de la foi, etc. Quand on est du côté gauche, c'est plutôt les valeurs du travail, de la justice sociale, de l'horizontalité. Et donc, d'où le fait que certaines tentatives idéologiques, comme le fascisme italien, au début, à la fin des années 20, les années 30, etc., a tenté de dépasser ces contradictions gauche-droite en proposant une offre politique et métapolitique qui est une forme de synthèse de dépassement, qui effectivement récupère les valeurs du travail, etc., du prolétariat. Parce que je rappelle que Mussolini vient du Parti socialiste italien, il vient de la gauche. Mais en même temps, il a perçu que l'Italie de l'époque était porteuse d'un ensemble de contradictions entre une Italie agraire du Sud, encore arriérée, voilà, et puis une Italie du Nord industrialisée, plutôt de droite, et que le seul moyen de maintenir l'unité italienne et de permettre à l'Italie d'intégrer la modernité politique, c'était d'avoir une idéologie qui d'ailleurs a supprimé tous les partis politiques. Je rappelle que le fascisme, c'est un parti. Mais en fait, quand on a un parti, c'est qu'il n'y a pas de parti. C'est que le parti, c'est l'État. Voilà, ce que dit Simone Veil, c'est que tout parti politique a une tendance totalitaire. Oui, mais une fois achevé, au fait, ça veut dire qu'il n'y a plus de parti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de courant interne au parti, mais il y a un parti, c'est l'État. Le parti fasciste, c'est l'État, au fait. Ce n'est pas le cas du nazisme. Le nazisme, le parti est supérieur à l'État. C'est une autre configuration. Et d'ailleurs, le fascisme italien, on le qualifie ils se qualifiaient eux-mêmes le régime de démocratie qualitative. On n'est pas dans la démocratie quantitative où les gens vont voter, mais en fait, on incarne qualitativement ce qui transcende tous les Italiens. Et qui permet... Donc c'est une manière, pas simonienne, mussolinienne, d'aboutir à la même conclusion, c'est que la pluralité de partis fragmente la nation.
C'est ça. Et la fragilise en interne. Mais elle, ce qu'elle dit, Simone Veil, c'est que tout parti politique a une tendance autoritaire. Et d'ailleurs, on Oui, l'a vu. bah, même les libéraux, Covid, mais même on les l'a vu libéraux. avec Macron actuellement. Je veux dire, cette tendance à croire qu'on n'a qu'une vérité, que la vérité, c'est la nôtre, et qu'il n'y a que notre vérité qui doit s'articuler dans la société. Et d'ailleurs, les partis politiques n'affichent d'esprit critique que quand ils ne sont pas au pouvoir. Ouais, quand ils sont dans l'opposition, c'est vraiment cartésien, l'esprit critique, le doute, etc. Mais dès qu'ils prennent pouvoir, la rhétorique change intégralement. Effectivement, on est dans la vérité incarnée. Mais ça pose des questions éminemment importantes. La question du lien entre éthique et politique, ça nous renvoie à Carl Schmitt, à Machiavel, à toute une œuvre philosophique et politique. Et la question de la spiritualité aussi, parce que moi j'ai eu des débats en politique qui étaient assez intéressants, c'est-à-dire qu'on veut changer les institutions. Oui, il faut changer sortir de l'OTAN, il faut changer l'Europe, il faut changer ci, il faut changer ça, mais on ne parle jamais de changer l'homme, qui est à la base de tout. C'est-à-dire n'importe quel système, peu importe sa couleur ou son nom, si des hommes sont pourris, ça fera un système pourri. Donc moi je suis toujours d'avis, changer les hommes qui composent le système avant de changer des systèmes. On peut changer l'homme, ça a été d'ailleurs tous les mythes d'un certain nombre de régimes totalitaires, pour le coup, notamment le régime bolchevique, le régime fasciste, nazi, créer l'homme nouveau, etc. Qui serait... Pas à ce niveau-là. Non, on est d'accord. Mais s'élever spirituellement. Voilà, donc changer l'homme, on ne peut pas. Ouais. Enfin, c'est une nature intrinsèque, on est toujours porteur. Mais par contre, effectivement, on peut lui permettre de s'élever. Culturellement, intellectuellement, civilisationnellement. Et d'ailleurs, à ce propos, il est intéressant d'évoquer le concept d'humanité chez les Romains de l'Antiquité, qu'on appelle l'humanitas en latin. Pour les Romains, et d'ailleurs ça rejoint ce que tu dis, les gens ne naissent pas pleinement humains. Oui. On naît avec une humanité inachevée, une humanité incomplète. Et il revient à la cité, par la culture, par l'humour, par le théâtre, etc., de parachever notre humanité. Oui. Donc l'humanité s'achève. Et comme elle se parachève, on peut la perdre. Oui. C'est-à-dire que si vous violez un gosse, vous c'est pas de l'humanité. Voilà, c'est pas comme les droits de l'homme. C'est-à-dire elle est innée, acquise, et personne ne peut vouloir. Non. Vous avez fait le choix de quitter l'humanité en rompant ce contrat culturel qui fonde votre humanité. Et d'ailleurs, il était exigé des Romains en temps de guerre d'être capables de se dévêtir de leur humanité, d'où le fait qu'ils portaient des fourrures de loup, les musiciens qui accompagnaient, d'ours, etc. C'est-à-dire qu'il fallait montrer le côté, parce que l'origine, c'est la louve qui a éduqué Romulus et Rémus. Mais dès que l'on franchit le Rubicon, et qu'on rentre à Rome, il faut redevenir intégralement humain. Et d'ailleurs, ce qui permettait d'achever l'humanité chez les Romains, c'est ce qu'on appelle même aujourd'hui les humanités. Quand on fait nos humanités, c'est-à-dire la rhétorique, la musique, l'astronomie, la géométrie, la poésie, toutes ces matières-là, on les appelle les humanités, et l'origine, elle est romaine. Donc effectivement, le but de toute collectivité politique n'est pas de créer des boutiques politiques avec une polarisation, une discrimination en ennemi, même si c'est le réel qui le veut, malheureusement. Enfin, demeure utopique à terme. Mais c'est de parachever notre humanité indépendamment de toute logique de polarisation, de boutique politique. Après, il y a des alternatives dont on n'a pas parlé, mais il y a eu un petit semblant de RIC et de propositions. Il y a aux États-Unis les tribunaux où on peut faire partie du jury populaire, le jury populaire. On va juger une affaire. Exactement. En Suisse, il y a des choses qui se font. Alors aux États-Unis, le principe du jury populaire, c'est que vous êtes tiré au sort et vous allez juger une affaire dont au début vous ne savez absolument rien, donc il y a un criminel, il y a un mort, il y a peu importe, et on va pendant des semaines et des semaines vous éduquer sur telle ou telle problématique, de sorte à ce que après quelques semaines, vous, en connaissance de cause, vous prenez une décision sur est-ce que cette personne est coupable ou non. Et on pourrait faire ça sur plein de sujets, dans la vie réelle, sur le nucléaire, sur plein de choses. Tout le débat sur la démocratie directe que l'on oppose à la démocratie représentative. Effectivement, dans la démocratie représentative, on a le mandat électif, c'est-à-dire on nomme quelqu'un à qui on délègue notre souveraineté en tant que peuple pour qu'il gère nos affaires en notre nom. Oui. Mais le problème, c'est qu'une fois élu, il est totalement autonomisé vis-à-vis de la base qu'il a élue. Et on n'a plus aucun levier. De lui, voilà. Et puis, il y a l'autre modalité dans la démocratie directe, c'est le mandat impératif, c'est-à-dire on te mandate pour réaliser telle mission. Un contrat. Voilà, et si tu n'es pas capable de le faire, on t'enlève cette mandature, je ne sais pas comment on dit, ce mandat, et on va élire quelqu'un d'autre, mais c'est pour une mission, pas pour nous représenter pendant 4 ans de manière totalement indépendante de nous et autonome. Alors, ça peut marcher à une échelle locale pour un pays pacifié, qui n'a pas de rapport de force, un peu comme la Suisse ou autre chose. Mais quand on parle d'une nation qui a un poids historique, un poids géopolitique, qui est inscrite dans une pluralité d'antagonismes,
quand même compliqué de devoir composer avec une machine démocratique directe avec plusieurs échelons et plusieurs niveaux quand il s'agit de prendre une décision rapidement. C'est-à-dire l'État-nation, effectivement, on perd en liberté, on perd en termes d'expression de souveraineté, mais on gagne en termes d'efficacité, d'efficience, le fait qu'on a une Chine qui est totalitaire, mais qui est ultra efficace dans un schéma d'antagonisme géopolitique. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas de modèle parfait. Même le parti politique, effectivement, il a plein de tares, tout ce que tu as évoqué, j'y adhère intégralement. Mais il a quand même un certain nombre de qualités. Premièrement, l'efficacité. Oui. Parce que c'est quoi un parti politique? C'est une minorité agissante. Et là, plusieurs avantages. Le premier, c'est la mobilité, la capacité à agir. C'est-à-dire, elle compose avec un grand nombre, mais pas avec 40 millions d'habitants. Quand même, ça demeure quelques dizaines de milliers de personnes. Elle est porteuse d'une proximité cognitive, c'est que les gens qui font partie d'un parti, un jeu de mots, politique, en fait, pensent la même chose. Et donc, en fait, ils gagnent beaucoup de temps. Ils ne vont pas délibérer, non, je ne suis pas d'accord, non, je vois à gauche, à droite. Non, il y a une proximité cognitive qui permet une meilleure efficacité. Et après, il y a cette idée en rapport avec le parti politique, une idée assez platonicienne d'ailleurs, aristotélicienne, c'est que tous les gens ne sont pas capables de réfléchir à un niveau de complexité élevé. Et que de fait, le parti politique permet de produire une strate consciente, c'est-à-dire des leaders qui ont une vision globale, mais qui vont puiser leur puissance d'une masse amorphe, homogénéisée, qui n'est pas capable de penser. Et donc, c'est une forme d'élitisme, l'idée. Du fait qu'on dit qu'on est élu, une idée d'élection à prendre sous différents angles. Ça, encore, on est dans la théorie, mais dans la pratique, malheureusement, non. Celui qui gravit les échelons dans un parti, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus cultivé, mais c'est le meilleur rhéteur, le meilleur manipulateur. Ou le plus corrompu, comme on expliquait tout à l'heure, les mécanismes qui amènent à ça. Ça doit être logique mafieuse. C'est pour ça que la politique est intéressante à petit niveau. Oui. Un gars qui se présente aux législatives, un maire, à petite échelle, à l'échelle locale, c'est intéressant. Il y a des choses tout à fait intéressantes. Mais dès qu'on monte, comme dans toute structure, on trahit. Et on se trahit soi-même, soit on trahit la structure. Après, l'alternative, on pourrait parler des mouvements politiques. Aujourd'hui, c'est à la mode. C'est ça reprend certaines qualités des partis politiques, c'est-à-dire la proximité cognitive, et c'est encore plus efficace parce qu'un mouvement politique n'est pas forcément porteur d'une idéologie, mais porteur d'un projet de réforme par rapport à des points bien définis. C'est-à-dire, si vous votez pour nous, on va vous résoudre tel problème, tel problème, tel problème. C'est-à-dire les retraites, je ne sais pas, autre chose, etc. Les impôts, on va réduire les impôts, etc. Et donc, ça donne lieu à une forme de politique assez pragmatique, dénuée d'idéologie, mais en même temps, l'avantage des mouvements politiques constitue en même temps leur talon d'Achille, c'est-à-dire leur avantage, une grande organicité, une grande flexibilité, mais en même temps, ça leur donne un côté assez éphémère. Parce que comme ils ne sont pas soutenus par une idéologie profonde, avec une littérature intellectuelle, etc., c'est un parti qui se dissout rapidement et qui permet à n'importe qui d'atteindre le pouvoir dès qu'il est sponsorisé par des banques. Je pense, vous savez à qui je pense. Voilà, la question du financement, oui. Et puis pour le Maroc, rapidement, on n'a pas eu le temps de parler. Alors, au Maroc, on a des partis politiques, c'est-à-dire que formellement, le Maroc est moderne politiquement. Il y a un parlement, il y a des partis avec des projets politiques différents et des offres. Il y a une demande. La demande, elle est réelle au niveau des jeunes, mais c'est des jeunes qui ne votent pas parce qu'ils ne se retrouvent pas au niveau de l'offre. Quand ils voient les offres politiques qu'on leur propose, et globalement, ils ont un flair, ils perçoivent très bien que c'est tout ce que dit Simone Veil. Donc ils vont pas voter pour ça, mais ils cherchent des moyens alternatifs d'exprimer leur conscience politique sur Internet notamment, mais dans la pratique, sur le terrain, malheureusement, il n'y a pas encore d'alternative capable de leur permettre. Parce que les partis politiques marocains, c'est en réalité, pas tous bien entendu, mais pour la plupart, les grands, c'est toujours la juxtaposition de deux niveaux de réalité. Le niveau formel qui est en apparence moderne, c'est-à-dire il y a des débats, une démocratie interne au parti, blablabla, etc. Mais cette réalité formelle cache une réalité plus profonde qui est infiniment plus archaïque et qui est celle d'une logique de tribalisme, dans certains cas, d'ethnocentrisme, dans d'autres cas, je ne vais pas citer de nom de parti pour ne pas me faire de nouveaux amis, ou de clanisme. C'est-à-dire on a un parti qui est dominé par une famille, littéralement. Une famille arrive par des alliances, des mariages, etc. Donc on est dans des schémas très archaïques qui font qu'en réalité, le parti politique devient une vitrine et un alibi moderne pour une réalité qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qui n'est pas porteuse d'un vrai projet pour la société ou pour autre chose et qui est capable de composer, de faire des compromis, même les plus abjects. Et que quand on va dans la campagne marocaine, on a encore dans certains cas le cheikh de la tribu qui donne la consigne de vote. Il dit à tous les membres, et je parle tribu, c'est pas 20 personnes, peut être plusieurs milliers de personnes quand on parle d'une tribu. Quand c'est pas des distributions de poulets. Là, la corruption, effectivement. Des achats de vote.
Chatbot, 200 dirhams, c'est le tarif, il paraît. Donc effectivement, et à la fin, on s'étonne pourquoi les jeunes ne votent pas, pourquoi les jeunes ne votent pas. Donc en attendant, ce à quoi on invite les jeunes, c'est de continuer à nourrir leur conscience métapolitique, c'est-à-dire idéologique pour le dire simplement, et intellectuelle, mais également leur conscience politique, c'est-à-dire qu'ils doivent s'intéresser à la res publica, à la chose publique, c'est-à-dire qu'ils les touchent directement, la question de l'inflation, la question de la souveraineté, les différentes questions. En attendant qu'émerge peut-être une alternative qui leur permettrait d'exprimer leur vision du monde, leur rêve pour le Maroc autrement qu'à travers les partis politiques. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Bon, les MRE qui ne peuvent pas voter Voter, alors encore, que la Constitution leur donne le droit de voter. Le vote blanc qui n'est pas reconnu, Oui. Qui pourrait être une très bonne alternative justement pour dire oui, on s'intéresse à la vie publique, mais l'offre ne nous correspond pas et on recommence. Et puis il y a la fin de la dialectique gauche-droite depuis l'effondrement de l'Union soviétique, qui ne veut plus rien dire, mais qui n'est toujours pas actée par tout le monde. Les gens continuent de voir des partis de gauche, alors qu'en fait ils sont plus libéraux que les partis de droite au fond. C'est-à-dire pas sur les questions économiques, mais sur tout le reste, le sociétal, l'international, etc. Et donc, comme certains pays, par exemple l'Italie, je ne parle pas du fascisme italien, mais plus récemment, après la crise de 2008, on a eu le mouvement 5 étoiles avec la Lega, la Ligue du Nord, qui ont réussi à proposer une offre commune et à diriger un gouvernement commun. Bon, ça n'a pas fait long feu, mais on a eu Salvini d'un côté, le mouvement 5 étoiles de l'autre. Donc c'est un dépassement, une tentative de dépasser le clivage gauche-droite. On a eu d'autres tentatives ici et là, mais globalement, on est encore dans un laboratoire politique qui n'a pas encore trouvé une alternative politique au clivage gauche-droite. Au niveau théorique, il y a Alexandre Dugin, qui propose une 4e théorie politique. Les 3 premières étant le libéralisme, c'est la première historiquement parlant, la première idéologie totale et totalitaire. Totale dans le sens qu'elle englobe la dimension juridique, économique, sociétale, etc. La 2e, c'est le communisme. La 3e, c'est le fascisme. Les 2 derniers ont échoué. Aujourd'hui, il y a une hégémonie du libéralisme, sous ces différentes formes réinventées, néo, ultra, etc. Mais il nous faut une 4e théorie politique, capable d'entamer un nouveau bras de fer avec le libéralisme et capable même de le dépasser, de l'abroger. Et bien, il y a des intellectuels qui travaillent. Il revient à nous, Marocains, de proposer notre synthèse pour nous. En tout cas pour la région du Maghreb peut-être, mais principalement pour le Maroc comme point de départ. Voilà, et ce genre de petites notes peut aider énormément, donc je vous le conseille, disponible gratuitement sur internet en PDF ou en librairie, ça coûte pas cher, c'est un petit papier de 35 pages, 40 pages. Et puis le nom m'est revenu, je voulais citer un penseur italien, Diego Fozzaro. Diego Fozzaro, qui est très intéressant. Il était le maître à penser on le qualifie, on aime parler du cerveau de Poutine pour Dugin, du cerveau de Salvini pour Diego Fozzaro. Non, chacun son cerveau, Salvini a le sien, Poutine a le sien, mais c'est un intellectuel italien brillant qui produit une pensée qui est une tentative de dépassement de ce clivage mort de la gauche et de la droite. En tout cas, c'est très intéressant. Politiquement, il se passe beaucoup de choses. Donc, nous invitons tout le monde, effectivement, à élever son niveau de conscience. Lisez. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alibi pour ne pas lire. Quitte à lire, 4-5 pages par jour. C'est un exercice permanent. Au début, c'est un peu fatigant, c'est un peu dur, il faut se concentrer. Mais très rapidement, ça devient une habitude. Et non seulement une habitude, mais même une passion. Ouais. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à lire. Quand on est 30, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas d'âge. Voilà, merci Rachid. C'est comme pour tomber amoureux, il n'y a pas d'âge. Non, a priori. A priori. Voilà. Sur ces belles paroles. Merci Rachid. Merci à toi, cher ami. À bientôt.